Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Je vais dire des choses très très simples et je vais prendre un petit peu de recul. La question de cette table ronde était « Pourquoi sommes-nous ici ?» Je crois que ça a été très très directement exposé jusqu'à présent. Ce dont il s'agit, c'est de dire aussi pourquoi certaines organisations, et d'une manière aussi un petit peu plus large, sont présentes. Donc c'est ce que je vais faire à propos de l'organisation que je représente ce matin. Pourquoi sommes-nous là? Moi, j'aurais tendance à dire simplement parce que notre monde ne va pas très bien. Alors vous allez me dire aussitôt, ça c'est pas un scoop, c'était vraiment pas la peine de se lever de bonne heure ce matin pour entendre ça, et surtout c'est pas très nouveau. Alors je dirais plutôt qu'il ne va certes pas très bien, et pas vraiment mieux qu'avant sur toutes sortes de plans, mais que, et je suis pas sûr qu'on en prenne complètement la mesure, qu'il a à faire face actuellement à des défis, à des menaces qui sont complètement inédites à l'échelle de l'histoire. Et qu'en France, même si nous sommes certainement très privilégiés par rapport à de très nombreux endroits du monde, rien ne conduit pourtant à se réjouir particulièrement. Et que de plus, dans les deux domaines que je connais un petit peu, celui de la santé et de l'hôpital d'une part, celui de l'université, de l'enseignement et de la recherche d'autre part, eh bien là, ça va vraiment très mal. Très mal, au point que la substance même de ce qu'on est censé y faire, soigner, enseigner, chercher, peut-être même parfois trouver. Alors évidemment, depuis Freud, on sait que ce sont des métiers impossibles, mais que la substance même de ce qu'on est censé y faire est dévoyée et vraiment très proche de disparaître. La psychologie, les pratiques des psychologues en tout cas, sont évidemment au carrefour, au cœur de ces questions. Non seulement les psys ont à se coltiner, j'allais dire la souffrance du monde, peut-être pas, je crois que tout le monde ne se prend pas forcément pour Jésus-Christ. Disons la souffrance de beaucoup de leurs contemporains. Mais de surcroît, il me semble qu'ils en arrivent à devoir témoigner singulièrement de cette souffrance. Ce qui organise, me semble-t-il, une sorte de contrat social. Les psys, outre leur travail auprès de ceux qui souffrent, rendent compte aussi, et ainsi, des maux de la société. À elle, en retour, de les aider un peu à l'aider elle-même. On dit volontiers qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses vieux, ses fous, et d'une façon plus générale, ses déviants. Il me semble que maintenant, nous pouvons dire aussi qu'elle se juge à la manière dont elle traite ses psys. Ceux qui, justement, contribuent à prendre en charge tous ceux qui sont souvent laissés à ses marges. Cela étant, je crois que c'est depuis Pasteur, on a compris que la génération spontanée n'existe pas trop, même pour les psys. Les psys, il faut qu'ils se forment, qu'ils se construisent les moyens de leur pratique, qu'ils apprennent et qu'ils s'apprennent les conditions de leur exercice. C'est une tâche que l'on a confiée, entre autres, et certainement pas exclusivement, à l'université. Alors l'université, tout le monde ne s'en rend pas forcément compte, même parmi les gens ici présents, c'est un monde assez curieux. Un monde censé former à des métiers, tâches essentielles ou exclusives, voudrait-on nous faire admettre, alors que l'université n'est pourtant pas vraiment organisée pour ça. Ce n'est pas un institut de formation. Et qu'elle se concentre plutôt sur un préalable. Faire penser. Faire penser, c'est-à-dire acquérir les outils intellectuels qui permettent de penser le monde, de penser l'autre, de penser soi-même, avant d'apprendre telle ou telle technique de résolution de problème. Prendre la mesure de son ignorance et se mettre alors joyeusement à son école, plutôt que de s'enfermer dans un savoir clos
et des compétences qui sont nécessairement limitées. Alors, l'université forme-t-elle des psychologues? Elle y contribue en tout cas. Elle tente de leur apporter ces conditions nécessaires, qui à mon sens ne sont pas suffisantes bien sûr. Elle tente de leur apporter les conditions nécessaires à leur exercice. Et elle leur délivre les sésames requis pour cet exercice, diplôme et titre. Ce qui pose une triple question. Le fait-elle bien, d'une part? Le fait-elle de telle manière que ces sésames qu'elle délivre aient la reconnaissance sociale et la portée, l'efficace, auquel prétend notre profession, d'autre part? Et comment, enfin, cette formation doit-elle évoluer pour que les professionnels qu'elle adoube soient au mieux préparés aux tâches difficiles qui les attendent dans ce monde, difficile aussi, et en évolution si rapide qu'il bouleverse constamment les repères des sujets qu'il compose. J'en arrive ainsi à cette évidence. Penser les questions posées par les pratiques des psychologues sans penser celles qui sont posées par l'institution pressentie pour les former n'a pas de sens. Voilà donc, en première intention, pourquoi le SURP est ici. Le SURP, c'est le séminaire interuniversitaire européen d'enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse. C'est un long acronyme, je vous l'accorde, mais il couvre bien la fonction que ce séminaire s'est donnée. De quoi s'agit-il? D'une association d'universitaires qui s'est constituée autour de Pierre Fédida et de Roland Gory à la toute fin du siècle dernier. Roland n'est pas trop que je précise certaines dates parce que ça insiste sur le temps qui passe, mais je le dis quand même. Donc c'est une association d'universitaires qui s'est constituée pour défendre la place de la psychanalyse à l'université. Et au-delà, dirais-je maintenant, certaines des valeurs qu'elle incarne et qu'elle maintient. Une certaine éthique, par exemple. La dimension clinique aussi. Et certaines de leurs conséquences sur un plan, c'est un gros mot, mais je le prononce, sur un plan très clairement politique. Le SURP compte un peu moins de 300 membres à présent, des maîtres de conférences et des professeurs pour l'essentiel, qui sont répartis dans la plupart des universités françaises ayant des départements de psycho, ainsi que quelques étudiants avancés en doctorat et des praticiens ayant des fonctions de chargé de cours à l'université. Le SURP a été un élément décisif, je crois, dans toute une série de combats de ces 2 dernières décennies. L'usage du titre de psychothérapeute, les intitulés des masters de psychologie, les orientations prises par la 16e section du Conseil national des universités, ou encore les questions posées par la sélection des étudiants à l'entrée en master. Et le SURP entend maintenant apporter son soutien, son expérience et ses forces dans la bataille, car je crois que c'en est bien une, qui se livre en ce moment et ici, aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous là? Pour toutes ces raisons, plus une. Parce qu'il s'agit aussi, ce faisant, de permettre à une société et à ceux qui pensent ces blessures de s'ajuster. Et qu'il s'agit aussi de permettre aux psys de trouver, de retrouver toute la légitime fierté qu'ils sont en droit d'éprouver à l'exercice de leur métier. Je vous remercie. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Mort-né, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.